ton imprimante 3D, vous aimez mon beau dessin d'imprimante 3D, elle est faite pour suivre des étapes. Donc l'imprimante 3D par elle-même est pas capable de rien faire sans qu'on lui donne des étapes à suivre. Faut lui dire, va à gauche, va à droite, monte. Faut lui dire étape par étape quoi faire. Parce que ton imprimante, elle sait pas c'est quoi un objet 3D. Elle a pas un cerveau, elle comprend pas. Elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est suivre des directives. C'est un robot. Donc ces directives-là, c'est ce qu'on appelle un G-code. C'est une liste d'étapes sur ta carte SD que l'imprimante suit pour faire ton impression. Ça, c'est mon dessin du petit Benchy. Le Benchy, c'est un petit bateau qui est un modèle iconique pour calibrer nos imprimantes. On en parlera dans une autre vidéo. Donc, G-code, une liste d'étapes. L'imprimante suit la liste d'étapes du G-code pour imprimer ton Benchy ou n'importe quoi. Mais le G-code, comment est-ce qu'il est créé? Ben, il est créé par ton slicer. En 2017, j'ai acheté ma première imprimante 3D pour m'aider à réparer ma voiture téléguidée. J'avais un petit Traxxas Revo électrique, puis si vous avez un char téléguidé, vous savez que ces petites bébelles-là, ça pète tout le temps. Donc je m'étais dit que ça allait être un investissement d'acheter une imprimante 3D pour pouvoir faire moi-même mes pièces de remplacement et qu'au bout de la ligne, ça me coûte moins cher. Par contre, j'avais pas compris que pour pouvoir faire des pièces de remplacement, ben il faut être capable de modéliser les pièces de remplacement. Moi, ça m'a pris des années avant d'être capable de modéliser des pièces que je pouvais imprimer et utiliser. J'ai passé des années à chercher de l'information dans des tutoriels YouTube, dans des forums, avec des amis. Il y avait juste pas tant d'informations sur comment maîtriser la modélisation 3D pour l'impression 3D. Donc maintenant, 8 ans plus tard, j'utilise l'impression 3D pour à peu près n'importe quoi. Que ce soit pour réparer des choses qui brisent chez nous comme une penture de porte de douche, les fixations de mon panier à linge ou même le boîtier de mon démarreur à distance. Maintenant que je maîtrise la modélisation 3D, je peux tout simplement recréer des modèles, les imprimer et les utiliser. Moi, ça m'a pris des années d'apprentissage pour réussir à faire ça, mais mon but, c'est de vous aider à faire la même chose en une fraction du temps. C'est pourquoi j'ai créé un cours en ligne où est-ce que j'enseigne 12 techniques de modélisation pour l'impression 3D, que je fais 5 projets pratiques avec ces 12 techniques-là pour vous montrer comment utiliser ces techniques-là dans le monde réel, en plus d'avoir une communauté privée pour poser vos questions et partager votre progrès. Si tu veux maîtriser la modélisation 3D pour l'impression 3D et que mon cours t'intéresse, je te conseille d'aller essayer gratuitement le premier module en cliquant le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, au début, ça peut avoir l'air vraiment mêlant, qu'est-ce qui se passe ici. Mais je dirais la chose principale, c'est ça ici, c'est vos paramètres d'impression. Ça, c'est vos outils pour ajouter des modèles 3D. Ça ici, ça va être vos outils pour venir déplacer, modifier vos objets 3D. Donc, le petit cube ici sert à ajouter des modèles 3D. Donc, on sélectionne un modèle, puis là, boum, on l'a sur notre plateau. Dans nos outils ici, on a l'outil de déplacement qui va nous donner des coordonnées comme ça ici. Donc, on peut venir bouger une coordonnée à la fois. L'autre outil d'en dessous, ça va être Scale, donc pour changer la grosseur de l'objet. Donc, on peut juste scaler l'objet de façon proportionnelle ou sinon, on peut juste scaler un axe à la fois de façon non proportionnelle. On peut faire CTRL-Z pour revenir en arrière à chaque moment comme dans n'importe quel autre logiciel. On va avoir l'outil de rotation, donc assez simple. L'outil de rotation ici, il nous donne des rotations de l'objet. Donc, si on met notre curseur sur les petites lignes, il va nous donner des angles précis, donc 30, 40, 45 degrés. Mais si on met notre curseur ailleurs que sur les lignes, on va avoir des angles plus précis comme 20.8126. Un outil vraiment cool, c'est Place on Face. Donc ça va nous donner l'option de venir sélectionner une face et de placer l'objet sur cette face automatiquement. C'est une fonction qui est extrêmement utile. Qu'est-ce qui se passe ici à droite? C'est nos informations de modèle. Quand on clique sur notre modèle 3D, on a la position X, Y, Z du modèle, donc la position sur le plateau. Puis on a aussi la grosseur du modèle en millimètres et en pourcentage. Si je veux une grosseur en particulier, je peux le changer ici. Donc mettons, je mets ça à 45. Boum, on voit, ça grossit. Puis encore une fois ici, le petit loquet, on peut le débarrer puis faire des modifications non proportionnelles. Donc si, mettons, je veux juste changer le X, par exemple, pour, mettons, je le mets à 410, là, vous voyez, là, il a étiré le X. Tandis que, si on fait CTRL-Z, on revient. Donc là, vous voyez, on n'a plus l'information, mais c'est parce que le modèle n'est pas sélectionné. Donc, on sélectionne le modèle, là, on a notre information de modèle. Et à ce moment-là, vous voyez, si le loquet est activé, quand il met une valeur, mettons, 100, mais il va grossir de façon proportionnelle. Donc, on comprend la différence proportionnelle, non proportionnelle. Mettons que je veux imprimer ces deux modèles-là, mais je sais pas comment les placer sur le plateau, ou ça ne me tente pas de les placer, on peut faire Arrange.
puis Arrange, il va les placer automatiquement sur le plateau. Si on fait clic droit sur Arrange, on peut ajuster les paramètres du Arrange en tant que tel. L'espacement entre les pièces, donc toutes ces belles choses-là. On n'a pas besoin de rentrer en détail là-dedans. On peut aussi copier-coller des pièces. Maintenant, dans nos paramètres d'impression. Comment est-ce qu'on fonctionne dans Prusa Slicer? C'est on a nos paramètres d'impression, on a nos paramètres de filament et les paramètres d'imprimante. Donc, il y a 3 niveaux de paramétrage. Ce qui est cool, c'est qu'on peut changer nos paramètres de filament sans avoir à changer nos paramètres d'impression puis nos paramètres de machine. Qu'est-ce que ça a de l'air, ces paramètres-là, en tant que tel? Comment est-ce qu'on y accède? Donc, on voit ici, on a Print Setting, Filament Setting, puis Printer Setting. Fait qu'on peut aller directement, on va commencer par Printer Setting. Donc, on peut cliquer sur les tabs directement. Puis là, on va voir que dans Printer Setting, on peut aller dans la section extrudeur ici à gauche. Puis on va voir nos paramètres ici. Donc, paramètres de rétraction, le diamètre de la buse, donc le trou. Donc, le trou de la buse, quel diamètre qu'on a. Si on change de buse, on met une buse plus grosse, plus petite. On va venir changer ça ici. Les paramètres de filament, ça va être la température d'impression du filament, donc la température de la buse, la température du plateau, et aussi les paramètres de refroidissement. Donc là, il n'y a pas beaucoup de paramètres parce qu'on est en mode simple. Mais si on va en haut ici, en mode expert, vous pouvez voir que ça nous rajoute vraiment beaucoup plus de paramètres. Donc, c'est là que je vous dis qu'il y a comme à peu près 300 paramètres différents dans Prusa Slicer. Pour commencer, on n'a pas besoin de s'en faire avec tous ces paramètres-là. On peut garder ça en mode simple, sans problème. Quand on va dans Print Setting, donc les paramètres d'impression, on a la hauteur de nos couches, donc l'épaisseur de nos couches. Donc, plus qu'on a des couches minces, puis plus qu'on va avoir de couches empilées, donc plus que les impressions vont prendre de temps. Là, tu dois te dire, bien, si ça prend plus de temps à imprimer, pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre des couches plus minces? Mais quand on a des couches plus minces, ça veut dire qu'on a aussi plus de détails dans nos pièces. Donc, si on fait des pièces avec beaucoup de détails, des figurines, des choses comme ça, on va vouloir faire des couches plus minces. Donc, en ce moment, on est à 0.2, mais mettons, si on va à 0.1, on va avoir beaucoup plus de détails dans nos prints qu'à 0.2 ou même 0.3. Donc là, pourquoi on ne va pas plus haut que 0.3? C'est parce qu'on veut avoir 80% du diamètre de notre buse. Donc, on a une buse en ce moment de 0.4, donc on ne veut pas aller plus gros que 80% du diamètre de notre buse. On a le nombre de périmètres. Les périmètres, là, on tranche notre objet. Donc on sait bien que dans l'impression 3D, nos pièces ne sont pas pleines à l'intérieur, donc nos pièces sont vides, ou bien pas vides, mais ils ont un remplissage. Mais à l'entour de ce remplissage, les lignes autour de notre remplissage, ça là, ici, là, tout ça, c'est les périmètres. Donc l'imprimante commence par faire les périmètres et ensuite de ça, on vient faire du remplissage. Le paramètre ici, périmètre, c'est le nombre de périmètres qu'on va faire. Là, on a 2 périmètres, puis on voit très bien que l'imprimante fait 1, 2 périmètres, 1, 2 périmètres. C'est clair. Ensuite de ça, on a les solid top layer puis les solid bottom layer ici. Donc, en haut, là, ici, là, les coques pleines. Donc, on a combien de coques pleines en haut? Donc ça, c'est pas une coque pleine, ça c'est un bridge. Donc il va venir faire une première couche de pontage qu'on appelle. Donc on dit pontage parce qu'il va venir faire un pont entre les endroits vides dans le infill. Donc il fait une première couche de pontage, une première couche de bridge. Et là, on fait nos couches de coque. Donc on voit ici Top Solid Infill dans la petite légende. Ici, on a le Top Solid Infill. Puis là, vous voyez, ça c'est bridge. Donc le bleu, c'est du bridge. Et après le bridge, on a le Top Solid Infill. Et le Top Solid Infill, c'est nos coques supérieures, si tu veux, en français. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Print Setting, on voit que top, il y en avait 5. Les bottoms, ça va être la même affaire, mais pour le bas. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. La seam, donc la jonction, on peut la voir si on vient cliquer sur ça ici, la seam. On vient cliquer là-dessus. Vous voyez les points blancs. Donc, tout ça ici, là, ces points blancs-là, c'est le moment auquel il finit puis il recommence la couche d'au-dessus. On voit que la seam, donc le point blanc, c'est le moment où il arrête d'extruder du filament pour aller à quelque part d'autre. Donc, généralement, ça va faire un petit trou. Et ça, c'est le paramètre pour déterminer où est-ce que ce petit trou-là va être. Donc, infill, on a notre pourcentage de remplissage, bien évidemment, puis on a surtout la forme du remplissage. Donc, ça, c'est toutes des formes de remplissage très différentes. Et là, la forme de remplissage gyroïde, on a vu, c'est ça qui faisait comme des genres de S, des genres de zigzags. Moi, j'aime beaucoup la forme cubique. Puis là, je vais vous montrer pourquoi. On va trancher notre modèle. Parce que là, on a fait une modification. Donc, quand on fait une modification, il faut qu'on retranche le modèle. Et là, on voit, on a un remplissage vraiment très différent. Le remplissage cubique, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient faire des cubes 3-dimensionnels dans ta pièce. Ça fait en sorte que ça donne de la rigidité dans
tous les sens parce qu'on a des cubes on a des cubes 3-dimensionnels qui donnent la rigidité dans tous les sens. Je l'aime beaucoup aussi parce que c'est plein de lignes droites. Les lignes droites sont plus rapides à imprimer que des zigzags. Donc ça donne un bon compromis de rapidité et solidité. Par contre, contrairement à ce qu'on peut penser, le rôle principal de l'infill, c'est pas de donner de la solidité à la pièce, mais surtout de venir supporter les dernières couches. Donc, vous voyez nos dernières couches ici. Donc, cette couche-là de pontage, elle se fait bien parce qu'elle a du infill qui repose. Donc, c'est surtout ça l'utilité principale du infill, du remplissage. Parce que si on met le infill à 0%, d'ailleurs, on a un petit raccourci ici pour le pourcentage de infill. Il est toujours ici à droite. Si on met le remplissage à 0%, on voit que notre cube il est complètement vide. Puis quand on arrive à faire le pontage, il est dans le vide. Donc, je vous garantis que les dernières couches de cette pièce-là, ce serait pas très bien imprimé parce que justement, le pontage se fait dans le vide. Donc, ça l'aurait comme tombé dans le vide, puis ça l'aurait fait des trous, puis ça donnerait pas des beaux résultats. Donc, le rôle principal de l'infill, c'est de venir donner un support pour ces dernières couches-là. Et c'est pourquoi on a des sortes de infill comme le Lightning Infill qui vont faire en sorte que la majorité du modèle va être complètement vide, mais vers la fin de l'impression, on a du remplissage qui va venir se rajouter à partir de nulle part. Puis là, on voit que on a du support pour notre pontage. Donc, si on regarde le pontage, là, on regarde, il fait son pontage sur des supports. Donc, on a un beau bridging qui va se tenir. Par contre, la pièce, elle n'a pas de structuralité. Donc, c'est juste la coque qui va donner la force à la pièce. Donc, ça va enlever un peu de rigidité à la pièce. Par contre, ce qu'on pourrait faire si on veut vraiment imprimer comme ça, on peut rajouter des périmètres. Donc, ajouter plus de périmètres pour avoir une coque plus solide et moins de infill. Le skirt, c'est la petite ligne qui se fait autour de l'objet au début. Donc, cette ligne-là, elle vient s'imprimer avant de commencer la première couche. Puis ça sert à venir bâtir la pression dans la buse. On veut une belle extrusion quand on arrive à notre première couche parce qu'on veut que la première couche soit parfaite. Donc, cette première ligne-là, ça sert à venir nettoyer la buse puis venir bâtir de la pression. Cette ligne-là, ça s'appelle le skirt. C'est ça les paramètres de skirt. Donc, la distance qu'on veut de l'objet, donc 2 mm. Donc, il y a 2 mm entre l'objet et le skirt. Puis un brim, ça va être un peu comme un skirt. Donc, si on met, mettons, un brim de 5 mm, sauf qu'il va être beaucoup plus large puis il va être collé à l'objet. Donc, vu qu'il est collé à l'objet, il va venir rajouter de la surface sur le plateau, puis ça va venir faire en sorte que la première couche va mieux coller au plateau. Ça, c'est très utile quand tu as des petites pièces sur le plateau. Quand tu as des toutes petites pièces qui n'ont vraiment pas beaucoup de surface, tu peux mettre un brim, puis ça va augmenter la surface, puis ça va diminuer les chances que ça colle pas. Cet objet-là n'a absolument pas besoin de brim parce qu'il y a déjà une bonne surface sur le plateau. Donc ça, c'est complètement pas nécessaire. Donc c'est pas mal ça qui fait le tour de tous les paramètres de base de Prusa Slicer.